Dans un New York sombre et déchiré par les inégalités sociales, des meurtres sauvages secouent la ville. La première victime est un riche promoteur immobilier, Christopher Vanderveer, tué brutalement avec son épouse dans un secteur à première vue sécurisé. La violence des attaques intrigue la police et l'affaire est confiée à Dewey Wilson, un inspecteur vétéran aux méthodes atypiques. Dépassé par l'atrocité des meurtres et le manque de pistes rationnelles, Wilson se lance dans une enquête complexe. Avec l'aide de Rebecca, une psychologue spécialisée en terrorisme, Wilson découvre rapidement que les meurtres ne sont ni l'œuvre d'un gang ni d'un tueur en série. Les autopsies révèlent des mutilations attribuées à des mâchoires animales d'une puissance inhabituelle. Au fil de ses investigations, Wilson plonge dans un monde à la fois tangible et mystique, traversant les ruines du Bronx, un quartier abandonné par la société moderne. Là, il découvre des indices le menant à un groupe de loups intelligents et organisés, les Wolfen. Ces créatures ancestrales, douées d'une conscience aiguë et d'une organisation quasi tribale, défendent férocement leur territoire contre la destruction apportée par les humains, symbolisée par le projet de construction de Vanderveer. Michael Waldleg, né le 24 septembre 1942 dans l'Ohio, est un réalisateur, scénariste et documentariste. Issu d'une formation en physique et médecine, il s'intéresse très tôt au cinéma, développant un regard unique et une sensibilité à la fois humaniste et critique. Waldleg est particulièrement connu pour son travail innovant et ses choix audacieux qui mêlent souvent des enjeux sociaux et politiques au sein de ses créations. Sa notoriété repose principalement sur la réalisation du documentaire mythique Woodstock, qui retrace l'événement historique qu'a été le festival de Woodstock de 1969. Mêlant des performances artistiques exceptionnelles et des témoignages vibrants, le film est un plaidoyer pour la paix et la contre-culture des années 60. Il remportera l'Oscar du meilleur documentaire en 1971. En 1981, il réalise son unique long-métrage de fiction, Wolfen, un tournage chaotique dont il sera exclu. J'en reparle dans la section production et tournage. Après l'échec du film au box-office, Michael Waldleg quitte le devant de la scène cinématographique pour se consacrer à des causes écologistes et humanitaires, notamment en sensibilisant le public aux problématiques liées à l'environnement et au changement climatique. Albert Finney est né le 9 mai 1936 en Angleterre, dans une famille de la classe ouvrière. Dès son plus jeune âge, il se montre attiré par la comédie et débute sur les planches dans des pièces classiques, notamment au Royal Shakespeare Company, où il interprète des rôles marquants tels que Hamlet. Cependant, c'est sur le grand écran qu'il connaît une reconnaissance mondiale. En 1960, il est révélé au grand public dans Samedi soir, dimanche matin de Carol Hayes, où Finney impose un charisme brut et une approche authentique qui deviendront ses marques de fabrique. En 1963, il interprète le rôle principal dans Tom Jones de Tony Richardson. Le film est un succès à la fois critique et commercial et vaut à Finney sa première nomination aux Oscars. Puis il passe derrière la caméra pour réaliser en 1967 un film semi-autobiographique, Charlie Bubbles. Durant la décennie 70, Finney continue d'explorer des rôles variés. Il incarne Hercule Poirot dans Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, une performance saluée par une nouvelle nomination aux Oscars. Ah, monsieur Poirot. Ah, j'aimerais bien avoir d'autres serviettes. Certainement, monsieur. Et qui ai-je comme voisin immédiat?
À votre gauche, il y a cette demoiselle suédoise, mademoiselle Olson, qui partage le 7 avec cette jeune dame française, mademoiselle Bertram. Et à votre droite, au numéro 10, il y a monsieur Ratchet. Et où niche l'intarissable Mrs. Hubbard? Je souhaiterais dormir en paix cette nuit. Il sera également à l'affiche du premier film de Ridley Scott, Duelliste. Les années 80 marquent une période de maturation artistique pour l'acteur. Deux Michael feront d'abord appel à lui, Wadleigh pour Wolfen et Crichton pour Looker. Il poursuit avec le film musical Annie de John Huston, qui le fera tourner à nouveau dans Au-dessous du volcan, une étude poignante de l'alcoolisme. Avec l'âge, Albert Finney se distingue dans des productions de haut niveau telles que Erin Brockovich de Steven Soderbergh. Son rôle d'avocat bourru et bienveillant lui permet d'obtenir une 5e nomination aux Oscars. Une affaire foncière à titre bénévole. D'accord. Vous savez faire ça, non? Oui, je suis dessus. C'est bon. Vous êtes bien une fille. Excusez-moi. Comment se fait-il que vous ne déjeuniez pas avec les filles? Vous êtes bien une fille. On doit pas être sur la même longueur d'onde. Finney participe également à des franchises renommées comme La Vengeance dans la peau et Skyfall, où il interprète Kincaid, un ancien gardien du domaine de la famille Bond. Malgré 5 nominations aux Oscars, Finney n'en rapportera aucun, une triste humiliation pour ce grand acteur qui est resté toujours discret sur sa vie privée, préférant que son travail parle pour lui. Reconnu pour son approche naturelle et instinctive, il s'est délibérément tenu à la distance des systèmes hollywoodiens, refusant même un titre honorifique de chevalier. Il s'est éteint en 2019 à l'âge de 82 ans, des suites d'un cancer. Groundbreaking. Groundbreaking ceremony. Diane Venora est née le 10 août 1952 dans le Connecticut. Diplômée de la Juilliard School en 1977, elle commence sa carrière sur scène en interprétant des rôles classiques, notamment dans des productions shakespeariennes. Elle fait des débuts remarqués dans Wolfen en 1981, puis apparaît dans le film de Coppola, Cotton Club, avant d'obtenir un rôle plus important dans le très sympathique FX Effet de choc de Robert Mandel. En 1988, Clint Eastwood lui offre le rôle de la femme de Charlie Parker dans le biopic Bird. Elle joue de nouveau l'épouse tourmentée, d'Al Pacino cette fois, dans le culte Hit de Michael Mann. Diane Venora retrouvera l'acteur et le réalisateur dans le drame Révélation et apparaît la même année aux côtés d'Antonio Banderas dans le 13e guerrier de John McTiernan. Elle sera également à l'affiche du pas terrible Chacal de Michael Caton Jones. Son dernier rôle au cinéma est First Love, réalisé en 2022 par A.J. Awards. Did you or anyone you know participate in the murder of Christopher Vanderveer? That's one startled kid. Are you aware of any information about the murder of Christopher and Pauline Vanderveer? Gregory Hines est un danseur de claquettes, acteur et chanteur né le 14 février 1946 à New York. Élevé dans une famille artistique, il est reconnu comme l'un des plus grands danseurs de claquettes du XXe siècle. Il s'impose également en tant qu'acteur talentueux et fait sa première apparition au cinéma en 1981 dans La folle histoire du monde de Mel Brooks, puis dans Wolfen la même année, bien que ce dernier est officiellement le premier long-métrage de Hines, car les problèmes de production ont décalé sa sortie de plusieurs mois. Parmi ses autres films notables, Cotton Club de Coppola, Soleil de nuit de Taylor Hackford, Deux flics à Chicago de Peter Iams, Saigon l'enfer pour deux flics de Christopher Crown, ou encore Opération Shakespeare de Penny Marshall. Gregory Hines s'est également illustré en tant que chanteur, enregistrant plusieurs albums et collaborant avec des artistes de renom. Il est décédé en 2003 à seulement 57 ans. There's not a trace, not a speck of metal.
You know how every piece of metal, no matter how sharp or smooth, will leave a residue when it cuts. Could be as finite as dust. Soft X-rays should pick it up. Nothing. Edward James Olmos est né le 24 février 1947 à Los Angeles. Fils d'immigrés mexicains, ses premières ambitions se tournent vers la musique en devenant, dans les années 60, le chanteur principal d'un groupe de rock, mais son intérêt pour la comédie prend peu à peu le dessus. Le cinéma et la télévision s'ouvrent à lui dans les années 70, où il s'impose rapidement comme l'un des acteurs latino-américains les plus respectés d'Hollywood. On se rappellera entre autres de sa prestation dans Blade Runner, où il interprète l'énigmatique Gaff, rôle qu'il reprendra 35 ans plus tard dans Blade Runner 2049, Envers et contre tous de Ramon Menendez, qui lui vaut une nomination à l'Oscar, puis passe en 92 derrière la caméra pour le film Sans émission. Mais c'est surtout avec le rôle du lieutenant Castillo dans la série Miami Vice qu'il connaîtra la popularité. Ambassadeur de l'UNICEF, Edward James Olmos est toujours actif dans la promotion des droits des minorités et de l'éducation des jeunes. I can shift with the best of them. Shift. Shape shift, we do it for kicks. Oh, yeah? Turn ourselves into a different animal. One night a salmon, next night a deer. Or a wolf? Sure. Or an eagle. Au générique, on retrouve également Tom Noonan, particulièrement connu pour sa stature imposante et son style unique, qui le prédestine à des rôles énigmatiques et souvent inquiétants. Impossible d'oublier sa terrifiante prestation dans Le Sixième Sens de Michael Mann, ou dans Robocop 2, où il incarne Ken, le leader charismatique d'un cartel de drogue. Enfin, Dick O'Neill, excellent second rôle tout au long d'une carrière qui a débuté au début des années 60. En 1974, il sera à l'affiche du remarquable Les Pirates du métro de Joseph Sargent, ainsi que L'honneur des Prizzi de John Huston, ou encore Mosquito Coast de Peter Weir. À noter une petite apparition de Reginald VelJohnson, qui se fera remarquer dans le rôle du sergent Hal Powell dans Piège de cristal, ainsi que James Tolkan, le célèbre Strickland de Retour vers le futur. Well, kneecappings, Red Brigade, Italy. Slashed Achilles tendons, eyes gouged out, ears cut off, Red Army faction. Let's see, PFLP, Carlos, Badr, Tomorrow's, Fifth Estate, a few decapitations. The Unomondo, they slash off the male genitalia. The cock and balls, they stuff them in their victim's mouth. C'est en 1978 que les producteurs Rupert Herzig et Alan King ont acquis les droits du roman de Watley Strieber, Wolfen, avec le soutien de la société Orion Pictures et la Warner comme distributeur. La première ébauche du scénario a été élaborée par Lawrence Cohen, qui avait écrit l'adaptation du roman Carrie de Stephen King pour Brian De Palma. Il a été rapidement remplacé par David Heer avec la contribution d'Eric Ross, futur gagnant d'un Oscar pour son adaptation du roman Forrest Gump que réalisera Zemeckis en 1994, mais Ross ne sera pas crédité pour son travail. Le roman de Strieber partageait son récit entre les protagonistes animaux et humains, mais s'est avéré trop compliqué pour un long métrage indépendant. Il a donc été décidé de raconter l'histoire du côté humain. David Heer et le réalisateur Michael Wadleigh ont simplifié la narration en conservant une approche poétique tout au long du film et ont changé également la fin. Dustin Hoffman était le premier choix pour interpréter l'inspecteur Wilson. Son nom est apparu au tout début, quand la United Artists s'est intéressée un temps au projet, et Hoffman lui-même avait fait savoir que le rôle l'intéressait fortement. Mais Wadleigh avait un autre nom en tête, celui d'Albert Finney. Finney était un acteur moins populaire auprès du grand public et n'avait connu que des succès modestes, contrairement à Dustin Hoffman qui venait de triompher avec Kramer contre Kramer. Mais la détermination du réalisateur a fait céder les producteurs. Le tournage débute en octobre 1979, dont une partie dans le sud du Bronx, en pleine dégradation urbaine, avec de vrais bâtiments en ruine, ce qui constituait un décor gratuit pour la production. En revanche, l'église n'a jamais existé, il s'agissait d'un décor élaboré construit spécialement pour le film. La scène finale, quant à elle, a été tournée dans le quartier historique de Wall Street, qui a été bouclé pour l'occasion.
Les prises de vue originales ont été capturées à l'aide d'une combinaison de grues Luma et de superbes images filmées à la Steadicam par son inventeur Gareth Brown. Ce dernier a utilisé un nouveau système de caméra à faible hauteur qu'il venait tout juste d'inventer pour Shining de Kubrick. La plus grande difficulté du film a été de représenter la vision des loups. C'était quelque chose de nouveau pour l'époque. Le producteur Rupert Herzig voulait une représentation saisissante de ce à quoi le monde pourrait ressembler pour eux. Nous savions dès le départ que filmer le point de vue des Wolfen, ou Alien Vision comme nous l'appelons, allait être une tâche difficile. Personne n'a vraiment prévu de plan directeur pour filmer de manière à nous permettre un montage et un contrôle total des couleurs. 80 000 $ ont été apportés par la production qui a mis en concurrence plusieurs boîtes spécialisées dans les effets spéciaux afin de générer des images qui se rapprocheraient de la façon dont les Wolfen perçoivent le monde. Un premier consultant technique avait assuré au producteur qu'il avait un nouvel appareil d'impression informatique phénoménal capable de générer 235 nuances de gris différentes. Sauf que les sommes à investir pour le démarrage et la programmation étaient astronomiques, sans que personne ne puisse prouver que c'était réellement possible. L'idée a donc été abandonnée et le tournage a commencé sans que personne ne sache encore comment serait conçu l'Alien Vision. Les producteurs se tournent alors vers une petite société d'effets spéciaux nommée Praxis et fondée par Robert Blalack qui venait de remporter un Oscar pour les effets visuels de la Guerre des Étoiles. Blalack a eu plusieurs semaines pour montrer ce qu'il était capable de faire. Je leur ai montré 10 ans de travail jusqu'à la Guerre des Étoiles. À ce moment-là, Michael Waldleg et son producteur étaient assez précis sur ce qu'ils recherchaient, mais ils étaient extrêmement ouverts à mes commentaires. L'équipe de Blalack a d'abord été engagée pour 3 mois, mais en raison de plusieurs changements de concept et de personnel, j'y reviendrai plus loin, ils resteront 9 mois sur le projet. La première technique de l'Alien Vision explorée par Praxis était la vision olfactive, une idée originale du réalisateur centrée sur la capacité des Wolfen à flairer leur proie. Le principe était qu'ils pouvaient flairer des images de dizaines de personnes qui avaient récemment traversé un environnement particulier. Les Wolfen parcouraient ces images et s'accrochaient à la personne qu'ils traquaient. Mais les images ne se sont jamais révélées suffisamment claires du point de vue du public, et la vision olfactive a été mise de côté. Praxis a ensuite commencé à travailler sur un moyen approprié pour obtenir la vision nocturne des Wolfen, qui est utilisée pour chasser leur proie humaine. Blalack a expérimenté l'utilisation de fausses couleurs et la substitution de couleurs. Les résultats, selon ceux qui ont vu les premiers tests, ont été jugés phénoménaux, mais il a été décidé que cela semblait justement trop innovant et surprenant pour les objectifs du film. Blalack voulait placer les capacités sensorielles des Wolfen dans un monde de couleurs utopiques, mais les producteurs pensaient que les images s'écartaient trop radicalement de la vision normale. Le rejet de cette technique de remplacement des couleurs a été une énorme déception pour Blalack et son équipe, qui ont eu le sentiment d'avoir trouvé un schéma visuel vraiment surprenant. Ils ont donc opté sur une nouvelle approche à laquelle le public pouvait s'identifier. Le design de l'Alien Vision combine finalement un ciel sombre, une image lumineuse et un contour photographique net et régulier sur une silhouette, dans une couleur qui indique si les Wolfen voient ou non un humain comme une proie. En effet, Blalack est parti du principe que les Wolfen pouvaient ressentir différents états émotionnels sous différentes couleurs. Les effets de maquillage de Wolfen ont également subi plusieurs changements majeurs au cours du tournage qui ont contribué aux dépenses et au retard du film. Le maquilleur Carl Fullerton s'était engagé pour le projet à l'été 79 après avoir terminé un passage sur Au-delà du réel en tant qu'assistant de Dick Smith. Mais lorsqu'Orion a ordonné l'arrêt du tournage principal au début de l'année 80, plusieurs effets de maquillage n'avaient pas encore été filmés et plusieurs autres ont dû être terminés en toute hâte. Les producteurs pensaient que le spectateur se sentirait lésé par l'absence de violence sanglante qui, pour la plupart, restait implicite. Fullerton a eu de longues réunions avec Waldleg pour discuter des effets spéciaux requis. Contrairement à de nombreux réalisateurs qui ne vous disent jamais ce qu'ils veulent avant d'être prêts à tourner, Michael esquisse ses idées sur papier. Il voulait faire des choses qui n'avaient jamais été faites devant la caméra. La tâche de maquillage la plus exigeante de toutes concernait la décapitation du commissaire de police, interprété par Dick O'Neill, au milieu de Wall Street. Bien que la majeure partie de la séquence ait été filmée sur place dans le quartier financier, le gros plan de l'attaque de Wolfen a été tourné en studio. Pour filmer cette attaque macabre, le maquilleur Carl Fullerton a construit une tête factice incroyablement détaillée, sur un cou en gélatine flexible équipée d'une série de tubes avec du faux sang. À l'origine, la tête factice n'était pas conçue pour être décapitée complètement, mais lorsque le réalisateur Michael Waldleg l'a demandé, Fullerton a dû ouvrir l'arrière de la tête, retirer la plupart des structures de soutien,
et soutenir la tête à l'aide d'une corde à piano et d'un abaisse-langue rainuré. Ils ont ensuite fait enfoncer la tête d'un loup marionnette dans le cou du mannequin. Le travail a dû être fait rapidement, car la décapitation avait été reportée au dernier jour de tournage et ne pouvait pas être retardée. Pour filmer un gros plan de la tête de Dick O'Neill au sol au cours de cette même journée mouvementée, Fullerton a conçu un appareil fixé à la mâchoire et au cou de l'acteur pour simuler la blessure déchiquetée. La tête a été prolongée à travers une section de faux trottoir préparée pour correspondre au lieu de tournage de Wall Street. Le corps sans tête a été représenté par un petit homme portant un costume surdimensionné pour certaines prises, ainsi que par une marionnette grandeur nature. D'autres effets prévus n'ont pas pu être intégrés pendant le tournage et ont été exécutés en post-production par un autre maquilleur. L'égorgement du vagabond, un gros plan de la main coupée du garde du corps haïtien et un plan avec une fausse tête de Dick O'Neill qui était littéralement jetée de haut en bas pour la caméra. Comme on peut le constater, le tournage était très compliqué, les tâtonnements pour représenter la vision des Wolfen ont provoqué du retard sur le planning et un dépassement du budget initial. Les premières tensions entre les producteurs et Michael Waldleig sont apparues et le réalisateur sera mis à l'écart du projet dès la fin du tournage principal. Le film tel qu'il était alors aurait été très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. La première version du réalisateur soumise en juillet 80 durait environ 4 heures, il a ensuite réduit cette durée à 2h30. C'est John Hancock qui sera engagé pour tourner quelques plans supplémentaires et superviser la post-production problématique. Il ne sera bien sûr pas crédité au générique et s'est retrouvé au milieu du chaos à quelques semaines de la sortie prévue. Les réactions du public test ont été médiocres, ce qui n'est pas surprenant, car on leur a montré un film inachevé dont de nombreux effets spéciaux essentiels manquaient. Néanmoins, les distributeurs ont fait pression pour que des changements soient apportés et un montage très serré a été ordonné avec la participation de 4 monteurs différents, moins de 15 jours avant la sortie générale. De son côté, Waldleig a fait appel pour obtenir le final cut ou pour que son nom soit retiré du générique, ce qui a repoussé la date de sortie. La procédure d'arbitrage a été la plus longue de l'histoire d'Hollywood impliquant la DGA, l'organisme qui représente les réalisateurs américains, et le résultat a été en faveur de Waldleig, ordonnant à Orion de payer les frais à la DGA et une compensation supplémentaire de $20 000 au réalisateur. Cependant, ils ont maintenu le droit d'Orion à utiliser son nom dans les titres. Quant à Waldleig, amer par toute cette expérience, il est retourné à la réalisation de documentaires. Don't do it. Don't even think. James Horner est né le 14 août 1953 à Los Angeles. Issu d'une famille artistique, son père, Harry Horner, était un chef décorateur oscarisé, ce qui expose James au monde de la création dès son plus jeune âge. Pourtant, ce sont les grands compositeurs classiques comme Mahler ou Rachmaninoff qui inspirent sa passion pour la musique. Il apprend à jouer du piano dès l'âge de 5 ans et poursuit ses études musicales à Londres, puis revient aux États-Unis où il étudie la composition à l'Université de Californie du Sud. Durant cette période, il développe une approche artistique intégrant des influences variées, mêlant classique, électronique et culture ethnique. James Horner fait ses premiers pas dans le cinéma avec des œuvres modestes, travaillant principalement pour le studio New World Pictures de Roger Corman. C'est grâce à ce tremplin qu'il compose sa première musique marquante pour Les Mercenaires de l'espace en 1980 et surtout Wolfen l'année suivante. Son véritable coup d'éclat survient en 1982 avec Star Trek 2, La colère de Khan, où il remplace Jerry Goldsmith pris sur d'autres projets. La bande originale qu'il compose pour ce deuxième opus de la saga assoit sa réputation comme un jeune prodige de la musique de film. Les années 80 marquent une période florissante pour Horner, qui s'impose comme un compositeur incontournable. Son style caractéristique émerge clairement durant cette décennie, des orchestrations subtiles, des thèmes qui font place à l'émotion et l'utilisation de chœurs pour intensifier la grandeur ou le mysticisme. Il travaille notamment sur Aliens, réalisé par James Cameron, Willow et Cocoon de Ron Howard, une collaboration qui se poursuivra sur de nombreux autres films du réalisateur, Jusqu'au bout du rêve, ou encore le magnifique Glory. Les années 90 confirment son statut de légende en composant plusieurs partitions monumentales.
Rocketeer de Joe Johnston, Légende d'automne d'Edward Zwick, Braveheart de Mel Gibson, une fresque épique pour laquelle il compose ce qui est certainement son plus beau love theme. Pour cette musique, il obtient une nomination aux Oscars. Malheureusement, la statuette lui passera sous le nez. Mais c'est en 1997 que Horner atteint son apogée avec Titanic. Son travail, notamment la chanson interprétée par Céline Dion, lui vaut 2 Oscars et un succès mondial. Alors si j'aime beaucoup ce qu'il a écrit pour le film de Cameron, il méritait bien plus un Oscar pour Braveheart. Quoi qu'il en soit, l'album de la bande originale deviendra l'un des plus vendus de l'histoire. Dans les années 2000, Horner collabore de nouveau avec Mel Gibson pour Apocalypto, et retrouve James Cameron en 2009 pour Avatar. Malheureusement, il décède le 22 juin 2015 dans un accident d'avion alors qu'il pilotait seul son appareil dans les montagnes californiennes. Inutile de dire que son décès a laissé un vide immense dans le monde de la musique de film. Avec plus de 150 bandes originales à son actif, James Horner est célébré pour sa contribution inestimable au cinéma. Son talent continue de captiver les cœurs et les esprits, incarnant l'idée que la musique transcende les frontières et connecte l'humanité à des émotions universelles. Craig Safan était le premier compositeur à avoir travaillé sur Wolfen, mais sa musique jugée trop dissonante et expérimentale a été rejetée par le studio peu de temps avant la sortie du film. James Horner fut alors engagé pour refaire la bande sonore dans un délai très court, seulement une dizaine de jours. Wolfen constitue l'une des premières incursions majeures de James Horner dans le monde du cinéma. Cette partition lui a permis de démontrer un talent remarquable pour utiliser la musique comme un outil narratif au service de l'histoire. Le seul thème identifiable apparaît dans la scène d'ouverture, un motif de 9 notes associé aux Amérindiens et joué à la trompette. Pour le reste, Horner intègre des éléments avant-gardistes et des textures audacieuses afin de créer un sentiment d'urgence et de terreur animale. Cela est particulièrement perceptible lorsque les Wolfen chassent et surveillent leur proie. Sur ces scènes, comme celle illustrant la première attaque des Wolfen, le compositeur emploie des rythmes tribaux et des percussions brutales pour illustrer l'essence sauvage et ancestrale des créatures. Ces choix, bien que risqués pour l'époque, s'alignent parfaitement avec l'idée d'un retour aux instincts primaires. La bande originale de Wolfen est une œuvre impressionnante qui pose les fondations du style de James Horner. Bien qu'elle ne soit pas aussi immédiatement reconnaissable que ses travaux ultérieurs, cette musique occupe une place importante dans sa filmographie et demeure un exemple frappant de l'intégration réussie entre narration et paysage sonore. Animals? Are you sure, Wilson? They might be gods. In their eyes, you are the savage. You got your technology, but you lost. You lost your senses. Comme on peut le voir, l'affiche française s'est totalement démarquée de l'affiche américaine, dont on ne peut pas dire qu'elle soit très vendeuse. Certes, on peut imaginer qu'elle représente l'œil d'un Wolfen, mais le spectateur, qui n'a que l'affiche comme référence, peut penser qu'il s'agit d'une créature monstrueuse, voire d'un loup-garou, puisque Hurlement venait de sortir avec le succès que l'on sait. L'affiche française est de ce point de vue un peu plus précise, même si elle reste tout aussi mystérieuse. Mais elle est surtout plus inquiétante que sa voisine américaine. L'allemande est un mix entre l'affiche US pour l'œil et la française pour ce qui est de la représentation de la ville de New York. On change totalement de concept avec l'espagnol, montrant cette fois une créature dotée d'énormes canines et qui ressemble plus à un loup-garou qu'à un loup. D'ailleurs, l'affiche va dans ce sens puisque le titre n'est pas Wolfen, mais littéralement loup humain. La japonaise reproduit plus ou moins la vision des Wolfen et ajoute au premier plan des pierres tombales. On se demande bien pourquoi puisqu'il n'y a aucune scène de ce type dans le film. Enfin, la thaïlandaise reprend la créature de l'affiche espagnole en y ajoutant des scènes avec les principaux protagonistes. C'est d'ailleurs la seule affiche qui montre les personnages du film. Pourquoi pas, mais j'aime pas la tête de cette créature. Pour moi, il n'y a pas photo, la française est la plus réussie.
Wolfen a connu un terrible échec au box-office américain. Sorti le 24 juillet 81, il réalise un premier week-end à 3 millions de dollars pour terminer sa carrière un peu au-dessus des 10 millions. Pas de quoi rembourser les 17 millions investis dans la production. Le film sort 8 mois plus tard en France, soit le 3 mars 82. 619 000 passionnés de loups, dont moi, se déplaceront dans les salles. Alors c'est un score plutôt bon pour ce genre de film. Le prix du jury obtenu au Festival d'Avoriaz de janvier 82 a certainement dû jouer un peu. Contrairement à ce que je pensais, le film n'a pas été interdit aux mineurs, sauf étonnamment la bande-annonce. Toutefois, il a écopé d'un avertissement, j'ai donc voulu vous faire partager l'avis de la commission de censure. Wolfen est examiné en janvier 82 par les membres de la sous-commission. Pour le représentant de la défense, des images de violence et d'angoisse, interdiction aux moins de 13 ans. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, images choc qui risquent de frapper la sensibilité des enfants, moins de 13 ans. Un concentré d'images fortes du film, violence, meurtre ou suicide. Je propose d'interdiction aux mineurs de 13 ans. Alors je précise qu'il n'y a aucune scène de suicide dans le film. Succession de scènes courtes mais très fortes et très violentes, demande d'interdiction aux moins de 13 ans. Concentré de scènes violentes, proposition d'interdiction aux mineurs de 13 ans. Il y a donc unanimité pour le moins de 13, mais la plénière en décidera autrement le 26 janvier 82 en choisissant de lui coller un simple avertissement. J'ai l'honneur de vous faire connaître que la commission de contrôle, après avoir examiné cette production le 26 janvier 82 en séance plénière, a émis un avis favorable à la demande présentée sous réserve d'un avertissement dont le libellé pourrait être le suivant. Le public est informé que ce film peut impressionner les plus jeunes spectateurs. Sur 20 votants, 8 ont maintenu une interdiction aux moins de 13 ans et 12 un avertissement. Un verdict indulgent mais un peu surprenant car des films du même genre sortis cette année-là ont été frappés d'une interdiction aux mineurs de 13 ans pour moins que ça. What's going on? Fucking birds. Oh, Dewey, tu donnes toujours dans le jogging? Tu t'entraînes pourquoi cette fois? Le marathon annuel, ionisez-vous bien et perdez 20 kilos sans douleur? Un esprit sain dans un corps sain. Tu dois essayer les vitamines, ça a du bon. Ta vieille carcasse va flancher si tu la fatigues trop. Ouais, continue, tu m'intéresses. Tu veux jeter un coup d'œil? T'as quelque chose à raconter à tes petits-enfants? Oh, dude. The old jogging trip, man. 6 months annual bionic shed to 20 pounds marathon result. Sound mind, sound body. You got to get into chemicals. They keep you going. The body's just gonna malfunction on you one way or another. Yeah, tell me about it. Want a peek? Something you can tell your grandchildren about. Cet unique long-métrage de fiction de Michael Waldleg fut une expérience cinématographique intense pour moi, car en plus d'une poignée de scènes bien tendues, j'ai vu ce film dans une grande salle quasiment vide, ce qui a décuplé mon malaise. L'idée de filmer New York comme une ville fantôme, presque entièrement vidée de ses habitants, apporte également un aspect lugubre et une tonalité crépusculaire. Wolfen est un film unique à la croisée des genres et des thèmes, une œuvre fascinante qui mêle habilement thriller, fantastique et réflexion sociale. La narration s'éloigne des conventions attendues du film policier en introduisant progressivement une menace surnaturelle, les Wolfen, des créatures lupines dotées d'une intelligence exceptionnelle qui défendent leur territoire face à une humanité destructrice. Le thème de la nature contre l'homme moderne se déploie tout au long du film sans jamais sombrer dans le prêchi-prêcha. Les Wolfen ne sont pas dépeints comme des monstres, mais comme des prédateurs adaptés à un environnement qu'ils cherchent à protéger. Le film suggère ainsi que ces créatures, loin d'être simplement des menaces, agissent comme des gardiens naturels, rappelant que la destruction de leur habitat a un coût inévitable.
Cette dynamique met en lumière les conséquences de l'urbanisation effrénée et pose une question essentielle. À quel point l'homme peut-il s'éloigner de la nature sans provoquer sa propre chute ? Cette vision évoque l'urgence de reconsidérer notre relation au monde naturel avant qu'il ne soit trop tard, thématique encore plus pertinente dans le contexte actuel de crise écologique. Dans Wolfen, New York ne se réduit pas à un simple décor. Les quartiers désolés du Bronx deviennent l'emblème d'une civilisation qui abandonne ses propres racines. Par le contraste entre ces ruines urbaines et l'opulence des élites, le film dénonce subtilement les inégalités sociales. Michael Wadleigh filme ces espaces avec un regard presque documentaire, accentuant leur étrangeté et leur puissance symbolique. L'une des grandes innovations techniques du film réside dans l'utilisation de caméras thermiques pour illustrer la vision des Wolfen, ce dont se souviendra McTiernan pour son Predator. Par exemple, la séquence où les créatures traquent une victime à travers les ruines du Bronx offre une perspective fascinante. Les sources de chaleur des corps humains deviennent des signaux de vie dans l'obscurité, créant une tension palpable et une immersion quasi animale dans le point de vue des prédateurs. Ce parti pris visuel confère à ces scènes une dimension à la fois immersive et effrayante. La magnifique photo de Gary Fisher, conjuguée à une utilisation judicieuse des couleurs et des ombres, participe à l'étrange alchimie du film, un rêve éveillé où le danger semble rôder constamment. Albert Finney est remarquable dans ce rôle de policier usé par son métier et confronté à une vérité qu'il peine à accepter. Quant à Gregory Hines, il insuffle un humour noir, voire macabre bienvenu, et humanise l'enquête, tandis que Diane Venora est parfaitement convaincante dans le rôle de la psychologue. À sa sortie, Wolfen a divisé la critique. Si certains ont salué son audace narrative et sa dimension visuelle novatrice, d'autres ont reproché son rythme parfois inégal et son approche atypique de l'horreur. Avec le temps, le film a gagné un statut culte, reconnu comme une tentative ambitieuse de dépasser les frontières traditionnelles du genre. Porté par une mise en scène remarquable de Michael Wadleigh, une esthétique immersive et une réflexion toujours actuelle sur notre lien avec la nature, il mérite d'être réévalué pour sa profondeur, son audace et pour son final à la fois terrifiant et poétique, certainement un des plus beaux pour un film d'horreur. Dans un paysage cinématographique souvent cloisonné, Wolfen s'impose comme un ovni fascinant, récompensant ceux qui prennent le temps de le découvrir. Après La Vallée perdue et L'argent de la banque, voilà encore un film totalement ignoré qui n'a même pas eu le droit à une sortie Blu-ray chez nous, contrairement aux USA où une édition a vu le jour il y a, tenez-vous bien, 10 ans. Incompréhensible, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un petit distributeur mais de la Warner. Alors un DVD peut-être ? Oui et non. Il y a bien eu une pauvre édition DVD, mais elle est devenue introuvable ou à des prix exorbitants. Film maudit un jour, film maudit toujours. Le Blu-ray US uniquement en VO bénéficie d'un bon transfert, même si on ne peut pas parler de véritable restauration. Les niveaux de noir sont très bons et la palette de couleurs ne semble pas trahir la version projetée en salle, du moins pour le peu que je m'en souvienne. Si vous êtes parfaitement bilingue, vous pouvez commander sans hésiter, ou sinon attendre que Warner France se bouge l'arrière-train. Voilà, c'est la fin de cette rétrospective sur un de mes films préférés. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye.